Bienvenue à l'Intermédiaire, podcast d'échecs. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à l'Intermédiaire, podcast d'échecs. Ici William Savard et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un père. Je le dis en premier parce que c'est important pour la suite. Il a également été un ancien dirigeant d'entreprise. Je vais m'arrêter là parce que son histoire est assez passionnante. Je vais le laisser la raconter. Mais juste avant, j'aimerais vous parler de quelques petites choses. Je reçois souvent des mots d'auditeurs qui m'encouragent énormément pour de vrai. Continuer à faire ça. Dernièrement, j'ai reçu un mot de Carl William Tardif du Club d'échecs social de Québec. Je voulais les souligner, leur dire un petit coucou. C'est quelqu'un qui a décidé qui avait pas assez d'initiative de jouer aux échecs dans le over the board, comme on dit, pardonnez-moi mon anglicisme, là. Mais il a décidé de faire, s'il n'y en a pas assez, moi je fonde mon club d'échecs. C'est ça qu'il a fait. Félicitations, ça grossit, ça fait 1 an que ce club-là existe. Continuez le Club d'échecs social de Québec si vous voulez. Si vous êtes dans le coin de Québec, dans l'arrondissement de Québec, gênez-vous pas à faire un tour. Deuxième petite chose, si vous voulez continuer à m'écrire, me parler, me donner votre avis, n'hésitez pas. Vous pouvez soit via Instagram, l'Intermédiaire Podcast, ma page Facebook, l'Intermédiaire Podcast d'échecs, mon courriel également, l'Intermédiaire commercial gmail.com, pardonnez-moi. N'hésitez pas à m'écrire. Merci énormément. Alors, c'est sans plus attendre qu'on reçoit Jean-François Lacombe. Jean-François, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Moi, ça va très bien parce que moi, je t'adore parce qu'on pourrait faire un copier-coller de notre situation d'échec. OK? Quand on s'est parlé un peu cette semaine, on s'est rendu compte qu'on a le même îlot à peu près partout. OK? Dans toutes les catégories, que ce soit sur chess.com ou sur Lichess. J'ai pas vérifié les autres sites encore, là, mais personnellement, c'est juste sur ces 2 sites-là que je joue. Oh. Enfin, quelqu'un. Je suis content qu'on reçoit pas un grand maître ou un maître international comme ça. Cette semaine, là, j'aurais pas aucun complexe des échecs. Puis honnêtement, c'est le fun parce que la majorité du monde est en dessous de 1000 aux échecs sur chess.com environ en rapide, là. Alors, c'est le fun cette semaine de recevoir pas nécessairement un épisode qui va être éducatif dans le sens que ça va être un grand maître ou un maître des échecs quelconque qui va nous apprendre certaines notions. Mais ce que j'aime, c'est qu'on va pouvoir enfin discuter des difficultés au même niveau avec quelqu'un qui a probablement les mêmes difficultés ou des difficultés différentes, mais qui correspondent à notre niveau. Alors, ça va vraiment être pertinent là, pour chacun des auditeurs, auditrices. Là. Yes, oui. Jean-François, j'aimerais ça que tu commences à me parler de toi un peu, ton histoire, pas celle lichiquéenne au début, mais principalement ton histoire, c'est celle qui est passionnante quand même, d'effrayer les journaux à un moment. Là. Oui, on avait fait la première page du Journal de Montréal puis du Journal de Québec. On a aussi passé à la télé là, 2 ou 3 fois. Pas tous par rapport à notre histoire, mais une fois qu'on a fait un reportage là, qui était axé là-dessus. En gros, j'ai été dirigeant d'entreprise pendant 19 ans. J'étais copropriétaire de 3 boutiques d'achat et de revente d'électronique, etc. Donc, j'ai fait ça pendant la majorité de ma vie, là. Jusqu'au jour où j'étais plus vraiment heureux là-dedans. J'ai décidé de changer de vie, probablement comme la crise de la quarantaine qu'ils appellent. Là. Donc à 39 ans, j'ai revendu mes actions d'entreprise à mon associé de l'époque, qui était lui majoritaire. Puis j'ai vendu ma maison, j'ai vendu mon bloc pour déménager à 2h30 de chez moi, sur une montagne. On a acheté mes amis appellent ça un petit domaine, là. Puis directement sur un mont de ski pour vivre d'autosuffisance le plus possible avec nos 7 enfants. C'est ça, depuis, je suis papa à la maison, je travaille pour une fondation. Ma conjointe a commencé à travailler après 14 ans. Donc, on a comme inversé les rôles. Puis c'est dans tout ça que ça m'a ramené aux échecs que j'avais délaissés durant plus de 20 ans. Là. Moi, j'aimerais ça mentionner de façon spéciale que tu as 17 enfants dans une phrase comme si moi, j'en avais 2, tu comprends? Ouais. 7 enfants au Québec, c'est pas la moyenne. Là. Je pense qu'on est encore autour de 1,33 la moyenne des enfants au Québec, là, quelque chose comme ça. Là. Alors, ouais, exactement. 7 enfants, t'es définitivement un gars de famille. Là. C'est quoi la place que la famille occupe pour toi? Là? Là, c'est 100%. Là, je te dis, 100%. Ça peut pas être 100%, mais c'est ma priorité. Ça et ma conjointe, mes enfants et ma conjointe, c'est vraiment ma priorité. Puis c'est ce qui a guidé mes décisions au fil du temps.
Parce que le Jean-François d'il y a 25 ans, il voulait être millionnaire. Lui. Mes aspirations, c'était d'être riche. Je pensais que le succès et la richesse passaient par les biens matériels et l'argent. Et un chiffre dans un compte de banque. Puis en vieillissant, à mesure que les cheveux ont tombé, la présence d'esprit me ramenait à l'ordre et j'ai découvert que ce qui était une richesse pour moi. Pour moi, c'est les enfants puis ma famille. C'est bien que la présence du soleil t'aille réchauffer les valeurs. Ouais. Ouais, puis là, ben c'est ça. Là, tu vois, notre 7e, je suis avec à la maison depuis sa naissance. C'est moi qui s'en occupe. Donc, je vois la différence aussi avec les 6 premiers où c'était plus maman qui était là. J'ai toujours été très présent, là, par contre. Là, j'avais la chance d'avoir un contrôle sur mes horaires et tout. Là. Ça reste que c'est pas pareil quand t'es là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la maison. C'est quoi les différences entre ton enfant qui a 2 ans, que c'est toi qui es à la maison, versus ceux que c'était maman, disons? Ben, je te dirais que, tu sais, à un jeune âge, la présence de la mère, puis l'impact de la mère est très fort par rapport à celui du père. Tu sais, au début, la mère à la lettre, les femmes, sans généraliser, souvent, ils ont un petit peu plus l'instinct maternel et le tour avec le bébé par rapport à certains hommes. Puis quand tu deviens papa à la maison, puis tu es toujours avec l'enfant, moi, j'ai vu une différence dans le lien père-enfant. C'est vrai que mon petit garçon, c'est peut-être un ado aussi, mais il est beaucoup plus... petit gars à papa, tu sais, que d'autres étaient peut-être plus petit gars à maman. Tu sais, j'ai 5 garçons, là, si je compare les gars, puis mes filles, j'ai vu que la différence, mon petit gars de 2 ans et demi, il peut pas aller au dodo si papa il a pas donné un câlin ou un bisou, là, tu sais, là, puis ça fait longtemps que c'est comme ça, là. Les peu de fois que je m'absente, il cherche papa énormément. Ça peut être juste ici, je suis dans un autre bâtiment sur ma propriété, puis c'est là que j'ai mon bureau. Mais quand ma femme est en congé, mais je viens travailler tranquille dans mon bureau sans les brouhahas des petits tannants, là. Puis souvent, il me cherche vraiment beaucoup. Puis des fois, ma femme, faut qu'elle vienne un peu là, faire un petit coucou à papa parce qu'il cherche papa beaucoup. Là. À ce niveau-là, j'ai vu une bonne différence. C'est tellement cool. C'est le fun. Ah, c'est sûr. Moi, j'adore les enfants. Moi, 2, pour moi, c'est suffisant. Là, j'en ai 2. Toi, 7. Pourquoi 7? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Tu sais, je dis souvent que le bon nombre, c'est celui qui nous convient. Dès le départ, on avait parlé de 3-4. On voulait une grosse famille. Les 2, on vient d'une famille qu'on a seulement une sœur. Moi, je sais que jeune, mes plus beaux souvenirs de jeunesse, c'est quand je passais quelques jours à Québec chez mes cousins. Puis là, j'avais l'esprit de fraternité, comme entre frères un petit peu. Là, puis quand je pensais avoir une famille, je voyais d'en avoir 3-4 pour qu'ils puissent jouer ensemble. Et puis c'est ça que j'ai créé là, dans le fond. Là. Puis ça marche. C'est vraiment cool. Pour vrai, moi ça me fascine. Là. Le monde qui a une grande famille, je trouve ça tellement beau. Là. À 2, c'est suffisant pour moi. Mais comme, je suis un peu jaloux quand même du fait que tu aies 7 enfants. Là. Moi, avoir 7 enfants à une table, là, je trouve ça magique. Là. Écoute, si tu veux, je peux te montrer mes factures d'épicerie. La jalousie va partir assez vite, tu vas voir. Oui, non, ça c'est sûr. Là, on s'en parle. Je parle du concept. Je suis jaloux du concept. Okay. Oui. On s'entend, je suis satisfait de la vie que j'ai en ce moment. Je suis très heureux là, avec mes enfants et ma conjointe. Mais puis les échecs dans tout ça sont apparus quand exactement pour toi? L'an passé, l'an dernier, moi je suis un gars qui a toujours eu un paquet d'hobbies, là. Tu sais, puis je suis un peu comme une poule pas de tête dans le sens que je fais plein d'affaires. Tu sais, avant d'avoir des enfants, je jouais de la guitare. Quand j'ai commencé à jouer de la guitare, c'est pour jouer du jazz manouche. Je me suis mis à pratiquer 5 heures par jour. J'avais pas d'enfants, hein, évidemment. Et c'était de la guitare. Je me suis ramassé de 1 à 10 guitares en 2 ans. Tu sais, j'étais un petit peu excessif là, comme personne. Tu sais, j'écris là, je suis en train d'écrire un premier roman, mais j'ai commencé cette aventure-là en me disant je vais en écrire 7. Tu sais, j'ai écrit une saga de 7 romans. Tu sais, on va y aller all-in. C'est pas un livre, c'est 7 d'un coup. Puis, donc, j'ai toujours eu un paquet d'hobbies, mais avec les enfants, puis la nouvelle réalité qu'on vit, là, d'être un petit peu plus isolé de tout le monde et tout ça. Je voulais un hobby que je peux faire de la maison, qui est pas trop long. C'est que je peux décrocher rapidement s'il faut que j'intervienne auprès des enfants, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un souper à les préparer, puis que j'ai juste 15-20 minutes. Je voulais de quoi de différent de l'entraînement, parce que je m'entraîne, je suis un gars quand même en forme, boxe, musculation, ces choses-là. Donc, les échecs sont revenus quand un ami à moi, avec qui je jouais quand j'étais adolescent, lui s'est remis à jouer sur chess.com. Puis il m'a envoyé un petit défi amical. Puis apparemment, je me rappelais pas à l'époque, mais à ce moment-là, il m'avait jamais battu quand on était jeune. Quand j'ai rejoué avec lui, la première partie, il m'a battu. Puis là, c'est là qu'il me dit « Hey, c'est la première fois de notre vie, tu sais, que je te bats. » Puis là, moi, j'étais un gars un petit peu orgueilleux, tu sais. Là, ça m'a comme un petit peu piqué, ça. Puis là, je me suis mis à me remettre dedans, puis à jouer des parties avec lui, puis à vouloir ramener ça sur mon
de mon côté, du côté gagnant, si on veut. Donc, c'est grâce à mon ami Mathieu là, que j'ai recommencé à jouer aux échecs. Comme je fais jamais rien à moitié, là, je me suis lancé là-dedans, jouer des 300-400 parties par mois, puis prendre des leçons avec un maître que tu connais très bien. Puis, c'est ça, faire des exercices, relire mes vieux livres que j'avais, ressortir les échiquiers, tout ça. Donc, c'est comme ça que c'est revenu dans ma vie, les échecs. Je suis comme pas sûr, mais le maître, est-ce que c'est Nicolas Soud? Ben oui, si, parce que c'est grâce à ton podcast que je l'ai découvert. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça. De savoir, là, que ça a un impact comme ça. Là, c'est ça mon but, là. C'est pour ça que j'ai ce podcast-là. Là. Ben écoute, grâce à toi, en 1 an, j'ai doublé ma Cotello carrément. Là. J'ai passé de 600 à 1200 en quelques mois de leçons avec Nicolas. Ben, puis de travail, évidemment, là, faut que tu joues des parties. T'as bien beau avoir un coach comme si c'est un coach d'entraînement, mais que tu l'as une fois semaine, mais que tu t'entraînes pas le restant de la semaine, puis tu manges des poutines. T'as bien beau dire que t'es un entraîneur, tu seras pas nécessairement plus en forme. Là. Mais ça aide beaucoup à structurer l'apprentissage. T'sais. Mais là, je veux vraiment pas briser ton rêve, là. Mais dans la prochaine année, là, ton îlot, il doublera pas. Là. Non, écoute, c'est sûr, là, je suis rendu à 1200 et des poussières rapides. Mais je vais t'avouer, mon objectif, c'était d'atteindre 1200. J'avais lu quelque part que quand tu es à 1200 îlots, tu es comme meilleur que 80% de la population, un truc comme ça. Puis je trouvais que c'était bien en masse, tu sais. Mais là, tu vois que je suis à 1200. Là, je comprends un petit peu plus la partie. Je dis bien un petit peu plus parce que je comprends pas encore, selon moi, le jeu assez à mon goût. Et puis là, je vois que je peux encore aller chercher plus haut puis apprendre davantage. Puis j'ai le goût d'apprendre davantage. C'est fou. Moi, c'est l'impression que ça m'a fait. Moi, quand j'ai commencé les échecs, là, c'était un peu en même temps que tout le monde, puis un peu pour les mêmes raisons que tout le monde. Là. J'ai joué beaucoup quand j'étais jeune, puis j'étais le meilleur de mes amis, puis je pensais que j'étais bon. Parce que je battais tout le temps mes amis, je faisais des tournois dans mon école qui étaient zéro là, sous la banane d'une fédération. Là. C'était des tournois maison organisés un peu à va-vite, tout ce que le monde y participait parce que c'était un jeu de société comme Uno, là, on peut dire ça comme ça. Là. Je gagnais à ces tournois-là, puis j'étais bien bon dans ma tête. Puis après ça, j'ai arrêté de jouer pendant des années, jusqu'à la pandémie, jusqu'à temps que je tombe en congé parental avec mes enfants à la maison, avec ma première fille à la maison. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'ai joué aux échecs avec le Queen's Gambit qui est apparu, je commençais à voir ça. Après ça, j'ai découvert Gotham Chess et tout ça. Et je commençais à ça. Puis je commençais à jouer aux échecs sur Internet. Puis c'est là que mon îlot de 550 est apparu. Puis je trouvais que j'étais plus si bon que ça aux échecs, finalement, là, que je comprenais rien aux échecs. Puis à mesure que tu apprends les échecs, tu comprends à quel point que la caverne des connaissances aux échecs est profonde. Tu sais que je suis à des années-lumière d'où ce que j'ai été. Et il y a des années-lumière de chemin à parcourir encore. Là. Exactement. J'ai l'impression que c'est encore ça. Là. Mais tu vois, quand tu disais que nos cheminements sont semblables, je te dirais que tu sont vraiment pareils parce que j'étais à peu près à ça aussi 500-600 en commençant. Puis tu vois, les deux aujourd'hui, on est à peu près dans les 1200 là, en rapide. C'est assez cocasse. Puis moi aussi, c'était comme ça. Là. Tu sais, dans mes amis, j'étais pas mal tout à meilleur. J'ai fait des petits tournois à l'école, en secondaire 2. Donc, c'est quand même cocasse. C'est vrai que nos parcours se ressemblent vraiment beaucoup. Là. T'es quand même... on prend une petite pause d'échec 30 secondes. T'es un travailleur à un temps partiel, très partiel. Oui. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu qu'est-ce que tu fais comme travail à partir de la maison. Écoute, je suis arrivé dans ce domaine-là par hasard, là, complètement par hasard, un peu dû à mon implication auprès des pères sur les réseaux sociaux. Étant donné que c'est clairement mon quotidien là, d'être papa. Là. En 2018, quelque chose comme ça, j'avais commencé à m'impliquer sur Internet dans un groupe de papas. Puis à un moment donné, quand que j'ai fait je sais pas si c'est une dépression ou un épuisement professionnel, j'ai écrit un texte, le texte du genou par terre. Puis j'ai publié ça dans un groupe de papas. Puis ça a été... j'ai eu comme des centaines de réactions, de commentaires et tout ça. Puis le fondateur de ce groupe-là, il y avait un blog suivi par 200 000 personnes où est-ce qu'il écrivait des textes. Puis il m'a demandé d'écrire pour lui. Puis là, j'ai commencé à m'impliquer dans ce mouvement-là, etc. Puis, de fil en aiguille, j'ai voulu aider les maisons oxygènes en leur donnant de la visibilité sur ces plateformes-là. Puis, avec le temps, quand j'ai vendu mes compagnies, puis finalement, je me suis dissocié un petit peu de ce mouvement-là là, pour diverses raisons. La directrice générale du réseau Maison Oxygène démarrait une fondation, la Fondation Maison Oxygène.
Les maisons oxygènes, c'est quoi? C'est 24 maisons d'hébergement pour pères et enfants en situation de grande vulnérabilité. Donc, c'est des papas qui se retrouvent comme à la rue, sans place où rester. Et puis que pour garder le lien parent-enfant, ben, ils ont besoin d'une place aussi pour accueillir leurs enfants. Parce que si tu te retrouves sans domicile demain matin comme homme, ben tu vas perdre la garde de tes enfants. Tu peux pas leur fournir un toit et tout ça. Donc, c'est une ressource extrêmement importante qui est vraiment très méconnue. Mais qui, moi, ça venait m'interpeller beaucoup parce moi, je suis chanceux, là, j'ai un toit sur mes épaules, puis ça va bien avec ma conjointe, puis tout ça. Mais c'est pas toujours un fleuve tranquille comme ça pour tout le monde. L'aide aux hommes, c'est pas nécessairement la plus populaire, c'est pas nécessairement ça qu'il y a de plus non plus au Québec. Elle m'a interpellé, puis elle m'a demandé, écoute, elle dit, j'aurais peut-être un poste pour toi au travers de la fondation, si ça t'intéresserait. Puis par jase. Après quelques mois là, de discussion, puis que ça passe au CA, tout ça, ils m'ont engagé. Puis maintenant, ce que je fais, c'est que je vais chercher des ressources pour les pères. Je crée des campagnes pour aider les pères qui sont résidents des maisons oxygènes. Et les pères aussi qui vont chercher du soutien psychosocial dans ces maisons-là, qui sont pas nécessairement résidents. Mais c'est un service qu'on offre également. Donc, tu peux voir derrière moi, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, là, tu peux voir ici, là, on a Normand D'Amour, qui est notre parrain d'honneur de la Fondation, le comédien. Donc, ça, c'est nos petites affiches publicitaires. Donc, c'est ce que je fais. Je vais chercher des gens qui sont prêts à donner des sous, qui veulent organiser des activités de financement pour nous, tout ça, là, tu sais. Donc, en gros, c'est l'essence même de mon travail. Il y a beaucoup de ressources pour les femmes. C'est une chose que j'apprécie énormément. C'est quelque chose qui est vraiment bien. Mais c'est bien aussi de commencer à publiciser les ressources qu'il y a pour les hommes qui sont des fois ou parfois en moins grand nombre ou moins disponibles. Parce que l'itinérance aussi, c'est quelque chose qu'on a conceptisé d'une façon... c'est pas nécessairement ce qu'on pense que c'est, parce que l'itinérance, ça peut survenir du jour au lendemain, puis il y a aucune couche sociale qui est à l'abri de ça. Je m'explique que ça peut être un incendie de ta maison. Si ta maison est en feu, ben tu peux te retrouver en situation d'itinérance du jour au lendemain. Tu peux avoir de la famille, des amis pour t'héberger quand t'es chanceux, mais c'est pas nécessairement tout le temps le cas. En cas de séparation aussi, des fois, des séparations, il y en a qui se passent bien, il y en a qui cohabitent encore, même après la séparation. Mais c'est pas toutes les séparations qui se passent bien, c'est pas toutes les séparations que les parents peuvent cohabiter, ou que au Québec, on vit une crise du logement. Je sais pas comment c'est en Europe pour les auditeurs français qui m'écoutent, mais au Québec, on vit une grande crise du logement où on a de la misère à loger tout le monde, l'itinérance monte en flèche. Donc c'est vraiment un problème qui est d'actualité, puis je trouve ça vraiment fantastique qu'on ait la chance d'en parler, puis que j'ai la chance d'avoir une plateforme pour en parler également. Oui, puis merci de me laisser la chance d'en discuter. C'est très important. Puis souvent, des fois, ce qu'on oublie ou qu'on réalise pas toujours, c'est que quand on aide un père, un homme, mais on aide ses enfants, on aide sa conjointe ou son ex-conjointe, on aide toute la famille autour aussi. Tu sais, ça a des répercussions sur tout le reste. Les maisons oxygènes, ils favorisent beaucoup la coparentalité, la discussion, la négociation, plutôt que la confrontation et tout ça. Donc, quand des parents s'entendent bien puis qu'ils réussissent leur séparation, ben nécessairement, c'est bon pour les enfants aussi. Tu sais, les enfants, ils en bénéficient de ça. Tu sais. Fait que c'est toujours à garder en tête aussi. Là. Parce que les enfants, à partir du moment que tu as des enfants, la priorité, selon moi, là, c'est plus toi. Là. Tu sais, c'est plus toi la priorité à partir du moment que tu as des enfants. Tu sais, quand tu es en couple, c'est toi la priorité, là. C'est toi la personne la plus importante au monde, c'est toi-même. Puis je dis ça en sonnant pas égocentrique, là, en sonnant excessivement égocentrique. Là. Mais si t'es plus bien dans une relation, même si t'aimes l'autre personne, faut que tu te sortes de cette relation-là. Mais quand t'as des enfants, c'est vraiment les enfants la priorité dans ta vie, là. Peu importe. Tes enfants passent avant toi tout le temps. Ben, les enfants ont besoin de leurs parents. On fait des enfants à deux, c'est pas pour rien non plus. Là. Autant la mère que le père sont importants, puis la relation entre les deux aussi. Qu'ils soient ensemble ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Papa et maman peuvent tout le temps être là. Ce sera peut-être pas des amoureux, mais papa et maman peuvent être là. Exactement. Puis le respect qu'un homme va porter à son ex-conjointe est selon moi extrêmement important aux yeux de l'enfant aussi, pour montrer l'exemple. C'est pas parce que là tu t'entends plus bien avec cette personne-là dans le contexte de couple que tu dois la descendre devant tes enfants. Puis l'inverse est vrai aussi auprès de la mère. L'aliénation parentale, pour moi, c'est un poison qu'il faut éliminer de l'équation de la famille là, à tout coup, à tout prix. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord.
T'as-tu envie d'en venir avec un sujet un peu plus léger? Ben oui, bien sûr. Les échecs dans ta famille, ça va comment? Hey, ça va bien, Colin. Ben, je vais mettre une petite parenthèse. Moi, je suis pas le genre de papa qui pousse ses enfants à côté. Tu me verras pas, moi, pousser mes gars à devenir des joueurs de hockey de la Ligue nationale ou dire que ma fille, vu qu'elle est bonne en art, tu dois finir comme Picasso puis vendre tes toiles à 50 000 la toile. Par contre, j'aime les encourager ou essayer de les diriger dans dans ce qu'ils aiment, premièrement. C'est le plus important. Faut que ça soit quelque chose qu'ils aiment. Puis par rapport à leurs talents respectifs. J'aime bien cultiver ça, si on veut. Semer des petites graines puis cultiver ça. Puis ça peut être aussi simple que de laisser traîner 2 échiquiers tout le temps sur les tables. Puis que mon petit gars de 2 ans et demi joue avec les pièces à tous les jours. Même si je me dis je vais finir par perdre un pion puis une tour, c'est pas grave. Il joue pas comme il faut, c'est pas grave, il y a 2 ans, 2 ans et demi. Puis ça a fait que, tu vois, mon plus vieux, il a démarré un club d'échecs à son école secondaire qui n'existait pas. C'est son initiative, mon Dieu. Et puis là, je vais aller des fois, quelques fois au courant de l'année dans le cours d'échecs, si tu veux. Discuter un peu. Je suis pas un professeur, mais des fois, ça, c'est de leur donner des petites pistes, des petites affaires, mais surtout de susciter l'intérêt aux échecs de ces jeunes-là. Pareil à la maison. Je les encourage à jouer quand ils veulent jouer une partie. C'est bien rare que papa va dire non. Je leur laisse des chances et tout ça. T'sais. Entre eux autres aussi, ils vont jouer beaucoup. Que ça prenne de plus en plus de place dans la maison, les échecs, puis à mon plus grand bonheur, je te dirais. Est-ce que tu vois qu'il y en a qui ont vraiment du potentiel ou... Ben, j'en ai un qui là vient d'avoir 8 ans récemment, qui a déjà battu son frère de 11 ans, qui a battu son frère de 10 ans. Il joue tellement vite. S'il jouait pas si vite, je pense qu'il serait vraiment fort. Il a failli battre des adultes quelques fois. Pas des joueurs aguerris, là. Des gens qui jouent une partie ou 2 par année. Fait que je te dirais que lui est quand même bon. Mon plus vieux, je pense qu'il y a une cote à peu près de 500 sur chess.com à 14 ans. Je le trouve quand même assez fort pour son âge. J'ai pas de Magnus Carlsen ou de Hikaru ou de Michael Tal qui est là, mais j'ai surtout des joueurs, des enfants qui aiment jouer. Puis moi, c'est juste ça que ça prend. T'sais. Juste ça, moi, ça fait bien mon bonheur là, de voir qu'ils ont du plaisir à jouer. À partir du moment où c'est une passion qu'elle reste suit, puis à partir du moment qu'ils aspirent pas à être un professionnel des échecs, là, qu'ils peuvent avoir du fun jusqu'à où ce qu'ils veulent, puis que le plaisir peut être propagé là, de façon exponentielle. Là. Ben oui. Vraiment, à partir du moment que l'étincelle est faite, que la passion est créée, là, c'est une mission accomplie pour moi. Là. Si je joue aux échecs avec ma fille une fois de temps en temps, ma plus grande a 4 ans, je joue aux échecs avec une fois de temps en temps, ce qu'on fait principalement, c'est que là, elle fait juste placer l'échiquier comment qu'elle pense qu'il va. T'sais, généralement, il arrive à mélanger encore la place du fou puis du cavalier. Des fois, la reine, elle sait pas trop de quel bord qu'elle va, si c'est sur la case noire ou la case blanche, là, dépendamment de la couleur, elle s'en rappelle pas trop. Puis après ça, quand elle est comme un peu tannée de faire ça, je prends une tour, puis là, je fais manger le pion. Il y a aucune partie qui se fait, là, parce que je pense qu'au niveau spatial, elle a un peu plus de difficulté à conceptualiser le tout. Là. Surtout que je viens de voir qu'il y a un enfant de 3 ans indien qui a comme une cote de 1600 fidés. Là, je viens de voir ça. Là, écoute, ça wow, ok, j'étais à des années-lumière de ça. Avec ma fille, mais j'ai tellement de fun. C'est ça que je veux. Là, mes 2 filles sont un moment où papa est super important dans leur vie, puis ça, c'est un moment-là, je le capture, j'essaie d'en profiter le plus possible, parce que je sais que bientôt, ils vont plus entendre parler de moi, puis ils m'aimeront plus, ils vont vouloir lâcher leur ami. Ouais, ben tu vois, moi je redoutais ça avec l'adolescence, puis là j'en ai 2, 3 là, qui sont mes 3 plus vieux, qui sont soit préadolescents ou adolescents, puis à date, ça ne fait pas ça. Ben, ils sont très axés sur leurs amis, mais j'ai encore une belle place là, pour dans leur cœur, je pense. Là, fait que ça, c'est le fun. Puis tu sais, pour en revenir aux échecs, ce que je trouve vraiment bien, c'est tous les bienfaits que ça apporte aussi. Tu sais, je sais pas toi, moi en tout cas, ça m'aide beaucoup sur le côté croissance personnelle dans un sens, puis j'ai appris beaucoup sur moi depuis que j'ai recommencé à
à jouer aux échecs. Pas nécessairement des bonnes choses, mais je me suis rendu compte que j'étais très compétitif puis très dur envers moi-même. Je me choque quand je perds, quand je fais des gaffes. Je viens choquer envers moi-même parce que j'aurais dû, surtout dans des blitz ou dans des parties rapides, là, je sais pas toi comment tu gères la pression de temps, mais au départ, j'avais énormément de difficultés avec ça. Ça me fait faire beaucoup de gaffes et je me choquais littéralement. Je faisais ce qu'il faut pas faire ou ce que je disais à mes enfants de pas faire, je le faisais. Fait que là, oups, tu sais. Ça m'arrive des fois avec mes enfants de voir qu'ils reproduisent un comportement exactement comment je fais. Puis là, je leur dis que voyons, ça n'a pas de bon sens, mais là, je sais que je fais exactement ce comportement-là. Je trouve ça frustrant. Oui. Puis là, tu sais, moi, des fois, c'est ma conjointe. Elle voit, je me choque dans une partie, tu sais. Puis là, elle dit là, les enfants t'entendent hein, quand tu donnes un petit coup de poing sur la table ou que tu lâches un petit chapelet, là, tu sais, c'est pas un bon exemple. Là. Oh ouais, t'as raison, tabarouette, faut que je fasse attention, tu sais. Donc, ouais, ça m'aide à être un meilleur humain puis un meilleur papa, je pense, là, parce que ça faut que je sois moins dur avec moi-même puis que je garde en tête que c'est un jeu et qu'il va toujours avoir plus fort que moi aux échecs, peu importe ce que je vais faire, tu sais. Là, depuis que puis Nicolas m'aide là-dedans, hein. Nicolas m'a vu aller un peu, là. Puis des fois, j'écrivais, puis je venais de perdre 6 parties en ligne. Ma Cotello venait de plonger. Tu sais, tu t'acharnes. Je sais pas toi, mais moi, des fois, je m'acharne. Là, ça vient comme addictif. Puis là, t'as le temps. Mais là, tu joues, mais tu fais juste perdre. Mais tu continues à jouer des blitz, puis tu continues de perdre. Puis tu fais pas tes analyses de parties. Quand t'embarques dans ce cercle vicieux-là, faut arrêter tout de suite. Ben oui, puis moi, des fois, je suis pas capable. Tu sais, te dérange, là, puis là, tu dis, genre, rejouer une autre. Non, arrête de jouer. Ouais. Lève-toi, va prendre un verre d'eau, comme, rouvre la TV, fais autre chose. Va plier ton linge, fais n'importe quoi, là, mais comme, arrête de jouer, là. Sinon, c'est ça. Moi, quand j'en perds 3-4 en ligne, excuse-moi, vas-y. Mais une affaire qui me frustre, là, j'ai participé récemment à des tournois du mardi. C'est des tournois à cadence lente. Une fois par semaine, tu te présentes au club Lavallois d'échecs que j'ai fait. Une autre petite mention, un autre club d'échecs au Québec. T'arrives, tu passes 4 heures de ton temps à faire une partie, puis là, tu fais une gaffe stupide, puis là, tu te détestes. Ça me frustre, par exemple. Ça me frustre. Et, j'ai appris à me contrôler, j'ai appris à comme gérer mes émotions. Parce que moi, mon objectif dans une partie d'échecs, oui, gagner, mais deuxièmement, c'est d'apprendre. Mais si je perds, j'aimerais ça ne pas comprendre pourquoi j'ai perdu. Ça, c'est un de mes objectifs. Si je comprends pas pourquoi j'ai perdu, ça veut dire que j'ai des notions que je connais pas. Mais si je comprends pourquoi j'ai perdu ou que j'ai fait une gaffe ou que j'ai laissé traîner une pièce, ça me frustre parce que je sais que je suis capable. Exact. Je suis capable de jouer des super belles parties d'échecs. Mais s'il y a des aspects positionnels que je comprends pas ou une tactique de 7 coups que j'ai pas vu, ça m'arrive, c'est correct. Là. Perdre une pièce ou laisser traîner une pièce ou perdre un échange là, parce que j'ai laissé traîner 2 pièces sur la même diagonale, puis là, le fou, il arrive, puis là, genre, j'ai la reine puis la tour. C'est comme, non. Hey. Ça, c'est frustrant, je trouve. Mais ça arrive vraiment à mon niveau. Là. Oui. 1200, là, tu vois des games d'échecs qui ont aucun sens. Là. Des fois, tu dis comme, non, le gars, il a-tu 500 îlots? Ou le gars, des fois, il y en a-tu 1900? Pour de vrai, on dirait qu'on arrive que le spread de monde est vraiment large. Oui, puis mais je suis pareil comme toi là-dessus. C'est pour ça que je te disais tantôt que je me choque après moi-même. C'est quand j'ai fait une gaffe puis des notions que je connais et je les ai pas appliquées ou j'ai joué trop vite. Tu sais, le terme anglais, des blunders, là. Tu sais, ça venait me chercher. Là, je suis moins pire, là. Justement, si je rentre dans une spirale que je perds 3 ou 4 parties, si c'est dans mon temps de loisir personnel, là, parce que j'en ai pas tant que ça, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ressortir les leçons que j'ai à faire que Nicolas m'a données. Puis je vais me mettre à faire ça. Plutôt que de m'acharner puis de perdre 7, 8, 10 parties, puis de pas avoir de plaisir dans le fond. Puis tu sais, l'objectif là-dedans, c'est d'avoir du plaisir. Fait que si j'en ai plus, on lâche, va travailler ta partie ou fais autre chose, mais arrête. Parce que là, l'objectif premier, il est plus atteint. Non, effectivement, faut que ça reste plaisant, puis il faut que l'amour pour la partie reste, parce que sinon, les échecs, il reste plus rien. C'est ton hobby. Non, c'est ça. Tu sais, puis une chose qui me choquait beaucoup, puis qui me choque encore beaucoup des fois, c'est les... tu sais, ceux qui apprennent
les mimes par cœur, là, t'as ça beaucoup sur TikTok, sur YouTube, tu sais, sur telle ouverture, fais tel coup, tu sais, puis des genres de gambis, puis tu tombes dans le piège. Littéralement douteuses, là, qui sont faites pour comme gagner rapidement, là. Ouais, ça, je déteste ça. Pour moi, c'est pas jouer aux échecs. Ouais, l'Endlin Gambit, là, je commence à le maîtriser, mais je me suis tellement fait avoir qu'à un moment donné, j'ai dit à Nicolas, là, moi, j'aime pas apprendre les choses par cœur, OK, honnêtement. Non, il faut comprendre les choses. Là. Ouais, puis je suis un joueur d'instinct. Beaucoup plus qu'un joueur qui apprend des trucs par cœur. Il faut, mais tu sais, j'aime pas apprendre tous les coups d'une ouverture, toutes les lignes, tout ça. J'ai pas de patience, moi, pour ça. C'est pas quelque chose que je trouve plaisant à faire. Donc, mais là, le Endlin, là, que tu parles, là, ça, je me le faisais faire. Puis si tu parles à Nicolas, il va sourire là, s'il nous écoute. Il m'a sorti des vidéos pour comment le contrer parce que je me le faisais faire tellement souvent, puis je tombais dans le panneau à chaque fois, que ça, je l'ai mémorisé, tu sais. Parce que il y en a un à un moment donné qui m'a écrit, puis tu sais, il y en a qui sont un petit peu, le terme anglais, c'est cocky, là, tu sais, t'entends ça souvent au hockey comme terme. Puis ils vont dire, je vais te donner une leçon aujourd'hui, tu sais, puis il part ça parce qu'il a vu que t'as comme tombé dans le panneau du premier coup, là, tu sais. Il y en a un, une fois qui m'a sorti ça, puis finalement, je l'ai battu 3 parties en ligne, tu sais. Puis à la fin, j'ai pas pu m'empêcher, là, c'est pas fait, mais tu sais, j'ai été dit, puis les cours d'échecs, comment ça va, là, tu sais, qui a coaché, ou teach you, là, tu sais, j'aurais pas dû, là, mais ça a été plus fort que moi, puis ça a sorti. Mais ça c'est des choses que j'aime pas quand on me fait ces choses-là. C'est à moi de savoir comment les contrer, là. Ouais. Mais c'est ça vient un petit peu me choquer, mais outre ça, je m'améliore beaucoup là-dessus, là, sur la frustration puis la gestion des émotions que tu parlais tantôt. Ouais, anecdote là-dessus. J'ai découvert le championnat canadien d'échecs, championnat ouvert canadien d'échecs. J'ai pas sorti d'épisode encore là-dessus, malheureusement. Je pense pas que je vais le faire. Je vais peut-être sortir une entrevue avec Jordan Van Forest, avec qui c'est un petit 5 minutes, ou que je vais peut-être le joindre à un autre épisode encore. Mais malheureusement, ça avait vraiment pas donné. Mais bref, quand j'ai découvert ce tournoi-là, t'avais plusieurs catégories. T'avais les 18 ou 14 gars, filles. En tout cas, je me rappelle plus trop exactement les catégories, mais t'avais la catégorie Great, donc 8 ans et moins, ou moins de 8 ans, je suis plus trop sûr. Tu sais, le fameux Scholar's Mate ou le mat du berger, là, où au deuxième coup, tu sors ta reine puis tu essaies d'aller en F3, là, en F6, en F7, en fait. Bref, en tout cas, vous comprenez, là, je suis pas un expert, là, je dis des cases d'échecs comme si j'étais un professionnel. Quand que le tournoi a débuté, quand la ronde débutait, c'était simple, là. Tout le monde, à peu près tous les enfants de cette catégorie-là, là, au deuxième coup, la reine était sortie. Là. C'est ça qu'ils essayaient de faire. Mais je me disais, qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants? Là, c'est le championnat canadien. Là. Il y en a qui se déplacent de Colombie-Britannique ou de l'Atlantique ou des prairies. Le monde se déplace de loin. Là. Non seulement parce que après 2 minutes, tu voyais des enfants se lever puis partir parce que les parties étaient terminées. Là, parce qu'il y en a qui se sont fait faire. Ça, ces tournois-là, ces gens-là se sont qualifiés pour ce tournoi-là. Okay. Pourquoi c'est ça, ça que vous enseignez à vos enfants, puis 2, pourquoi vous enseignez pas à le contrer, cette math-là? Là? Écoute, bon, c'est drôle que tu parles de ça. Mon plus vieux, quand il commençait à jouer aux échecs, c'était un peu à cause des cadets. Il est dans les cadets de l'air. Puis, il y avait une fin de semaine avec un paquet d'activités, puis dont un petit tournoi d'échecs entre les escadrons. Puis il a participé, puis il jouait pas activement. Là, il jouait avec papa des fois, mais il jouait pas encore sur chess.com et tout ça. Puis il s'est rendu jusqu'en demi-finale. Puis il s'est fait battre par ça, le coup du berger. Ah, ça, c'est fou. Heureusement, après avoir gagné 3 parties en ligne ou 4 parties en ligne, il s'est fait sortir du petit tournoi par le gagnant du tournoi qui, lui fait d'autres tournois. Mais tu vois, mon gars s'est fait avoir avec ça. T'sais. Puis pourtant, il connaît ça. Mais en contexte de tournoi et tout ça, j'imagine qu'il l'a pas vu venir. Puis comme si c'est à cause de ça qu'il a perdu, là, il s'est pas rendu en finale. Là. Ah non, c'est clair. Mais je pense aussi que les jeunes apprennent ça beaucoup avec tout ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, là, YouTube, TikTok, les shorts. Il y a des créateurs de contenu qui se spécialisent dans ces ouvertures-là, puis dans ces petites attrape-nigo, là, qu'on pourrait appeler, là, ces petits pièges-là. Non, littéralement. Je pense que c'est bon de les connaître, mais pour moi, c'est pas les échecs. Pour moi, c'est pas ça, les échecs. Non, mais c'est sûr que les échecs, apprendre une ligne par cœur, t'apprends rien. Là. Moi, personnellement, j'ai pas la satisfaction d'une victoire, même si tu gagnes avec ça, mais
c'est important de les connaître pour pas se les faire faire, en fait. Ouais, exact. Tous les grands maîtres, là, ils connaissent toutes ces petites trappes-là pis ces ouvertures-là, mais ils l'utilisent pas parce que l'autre, ils savent que c'est... Ils savent les contrer, premièrement, puis ils savent que c'est douteux comme ouverture, fait qu'ils les pratiquent pas, mais il faut les connaître pour pas se les faire faire. Parce qu'au 1200, tu le vois encore, la reine sortir, là. Ouais. Tu la vois encore, la reine sortir très, 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 très tôt. Puis des fois, c'est intimidant, une reine, mais tu te rends compte, plus que tu avances aux échecs, plus tu te rends compte qu'une reine toute seule, ça vaut pas grand-chose, là. C'est quand tu pièces encore sur l'échiquier, là. Exact. Puis souvent, avec ces trucs-là, c'est que la position après, une fois que l'autre a contré ton attaque ou ton piège, t'es pas une bonne position. Ton ouverture est pas complète, tes pièces sont pas sorties. Tu te retrouves en difficulté. Donc, tu sais, à nos niveaux, que moi je considère qu'on commence, mettons, à être intermédiaire, si on peut dire. Le titre de mon podcast, fait que puis je me suis toujours considéré intermédiaire, puis c'est pour ça, puis c'est principalement à ces gens-là. Ouais, c'est principalement tout le monde, mais c'est principalement à ces gens-là que mon podcast est dédié par un intermédiaire, plus intermédiaire. Fait que moi, j'aimerais ça me considérer intermédiaire à 1200. Ben, moi aussi, là, honnêtement, là, c'est peut-être de l'orgueil un peu, mais je pense que je suis intermédiaire. Je le dis que je suis pas bon, mais je suis pas mauvais non plus. Fait que selon moi, c'est intermédiaire, là, à nos cotes. Puis c'est ça, on le voit encore, ces choses-là, mais je pense que plus qu'on va monter en niveau, moins qu'on va voir ça. Parce que moi, en tout cas, les derniers que j'ai eus qui m'ont fait ça, j'ai fini par la majorité du temps les battre parce que justement, ils se retrouvaient dans une position vraiment défavorable. Même des fois que le mat venait quand même assez vite. T'sais, une fois que j'ai sorti de ce piège à ours-là, ben là, souvent, t'as plus de pièces toutes développées, puis tout ça, puis lui, non, il y a tout un côté encore de fermé et tout ça, puis là, ben, tu peux le mettre assez vite. Là. Fait que c'est ça. Sans dire tout le contenu de tes cours que Nicolas t'a appris. Là. Mais comme ça a été quoi les difficultés que t'as eues à partir du début jusqu'à maintenant? Au début, c'était beaucoup la gestion du temps. Je suis un gars qui aime... disons qui était capable de bien jouer s'il y avait le temps de prendre le temps. C'est de calculer un petit peu plus mes coups et tout ça. Donc, la gestion du temps était très difficile. Le temps d'adopter aussi certaines ouvertures, d'être plus confortable. Moi, je fais le Queen Gambit beaucoup, là, je joue en D4, toujours avec les blancs. Les noirs, ça a été long. J'ai essayé plusieurs ouvertures. J'ai essayé la Carocane, j'ai essayé même... le nom me vient pas. Oui, la sicilienne. Ouais, la sicilienne. Là, maintenant, j'ai adopté la pirque. Je vais jouer de la pirque. Okay. Ouais, okay, la pirque avec les noirs. Vraiment zéro un connaisseur de pirque. Ouais, là, je joue beaucoup avec les noirs, avec la pirque. Tu sais, avec... Puis Nicolas m'a aidé, il a vu que j'avais plus de succès. J'ai comme essayé la pirque un peu par hasard. Là. Je faisais la pirque sans savoir c'était quoi la pirque. Puis à un moment donné, il regardait mes statistiques. Il dit, regarde, avec la pirque, t'as un bon taux de succès, tu sais, développe ça un peu plus. Fait qu'il m'a dirigé vers des ressources, des notions d'apprentissage pour m'aider à mieux maîtriser. Puis là, oups, mes défaites avec les noirs ont diminué un peu, tu sais. Puis ça s'est stabilisé. Fait j'avais beaucoup de succès avec les blancs, mais avec les noirs, j'avais beaucoup de difficultés. J'ai beaucoup de difficultés avec les finales. Encore aujourd'hui, on travaille ça beaucoup. Souvent, j'échappe des parties alors que ma position est favorable, que j'ai un bon milieu de jeu, une bonne ouverture. Puis en fin de partie, des finales de tour, de pion, j'ai beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Je suis pas pire en tactique, puis je cherche tout le temps le mat. Moi, Nicolas, il est en train de m'apprendre à c'est quoi avoir une bonne position, un meilleur milieu de jeu, de pas toujours chercher le mat. C'est des fois juste de cibler des pièces qui sont mal protégées et tout ça, de faire des coups logiques. T'sais, c'est quoi un coup logique? C'est tout ça qui m'apprend. C'est des notions de base encore, mais que je maîtrise pas bien en contexte de partie, puis qui fait une bonne différence sur mon jeu au final. Là, non, c'est clair. Puis une comparaison que j'ai déjà faite dans un épisode avec Thierry Libersan, c'est si on prend un joueur professionnel d'un sport, ok, que ça peut être, mettons, on peut parler de foot européen ou, tu sais, il y a des joueurs qui ont des qualités puis ont des défauts, ok. C'est exemple un joueur de soccer qui est précis, lui ils vont s'en servir plus pour tirer, tu sais. Les échecs, faut que tu maîtrises tous les aspects du jeu, puis s'il y en a une que tu maîtrises pas, ça peut te faire perdre la partie instantanément. Ben oui. C'est ça qui est frustrant avec les échecs. Là. Ben oui. Tu sais, ta table a plusieurs pattes, puis s'il y en a une qui tombe, toutes les autres peuvent tomber. Exactement. Puis c'est choquant, tu sais, quand
t'as eu une bonne partie où est-ce que tu domines et tout ça, puis qu'à la fin, tu fais une Moses d'erreur, puis que tu vois tous tes pions s'envoler, ton avantage de 3 pièces partir, puis t'es, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Juste parce que t'as pas mis ta tour à la bonne rangée, à la bonne case. Lui, avec sa tour, il trave tous tes 3-4 pions que t'avais de plus que lui, puis tu te retrouves que avec la notion du temps qui s'en vient, puis l'horloge qui tourne, puis tout, puis tu finis par perdre. Ça, c'est le genre d'affaires qui m'arrive encore régulièrement. C'est exactement moi ça qui m'arrive, là. En fin de partie, soit j'ai comme un pion de plus, ou des fois c'est plus égal, ou tu sais, quand je perds d'habitude en fin de partie, j'abandonne assez vite, là, parce que ça me tente pas de souffrir pendant 20 coups, puis après ça, tu sais, moi je prends pas la chance que l'autre commette une erreur, puis j'aime ça passer à autre chose, là. Je me dis j'ai perdu, puis c'est pas grave, c'est à cause de mes habiletés. Mais une affaire qui m'arrive souvent, c'est une tour qui s'infiltre, puis comme j'oublie de prévenir l'infiltration d'une tour, puis là, mes pièces commencent à tomber, puis ça va plus bien, puis comme ça m'arrive constamment en fin de partie. La tour qui arrive sa 7e rangée, là, puis qui rafle ta ligne de pion. Là. Ouais. Puis là, t'as plus assez de pièces pour les défendre, puis là, pas tout tombe, tu sais. C'est soit ça, ou j'infiltre mes propres tours, mais l'autre, il y a comme un coup d'avance, fait que là, après ça, je peux plus rien faire avec mes tours qui sont infiltrés de l'autre côté, parce que l'autre a déjà le contrôle de mon côté. Plein d'aspects comme ça, là. Il y a plein de façons que tu peux me battre aux échecs. Là. En partant jouer contre moi, t'as des bonnes chances de, de me faire perdre. Mais c'est tellement le fun, c'est tellement plaisant. Moi, j'adore tout l'aspect tactique et stratégie. Là. Ça, là, c'est quelque chose vraiment que j'aime. Puis quand je réussis à faire une bonne tactique, tu sais, de mon cru en voyant la position des pièces, puis que je réussis à gagner à cause de ça, soit une pièce ou deux ou la partie, ça te rend tellement fier que ton cerveau ait analysé ça puis qu'il ait pensé à ce petit piège-là. Puis tu es rendu à nos niveaux, c'est plus juste une fourchette souvent. Là, tu sais, ça va être des fois un petit peu plus complexe que ça, là, ce qu'il faut que tu trouves pour piéger l'autre. Fait que je trouve que pour l'estime personnelle, ça fait du bien. Non, vraiment. Puis, ouais. Vraiment. Je sais pas toi, mais tu sais, qu'est-ce que tu faisais toi avant de jouer aux échecs? T'avais-tu comme un autre hobby ou t'étais plus comme sur le téléphone le soir à swipe up, là, à scroller? Ou, excusez-moi les termes anglophones. J'ai tout le temps des hobbies, à gauche, à droite. Le soir, avant les échecs, je game beaucoup. J'ai beaucoup gamé tout le temps, mais là, principalement, mon gamage, c'est les échecs, là, en général. Mais sinon, j'ai toujours eu des hobbies, là, la photographie, le barbecue. J'étais un gars de fumage, je fumais énormément de viande, j'adorais ça. Là, j'en fais presque plus. J'ai tout l'équipement pour le faire encore, mais j'en fais presque plus parce que la viande, c'est tellement rendu dispendieux que c'est plus aussi accessible que ça l'était avant. Sinon, c'est ça. Mais là, ma vie est concentrée exclusivement sur les échecs. Puis là, avec le podcast en plus, là, c'est ça que je fais. Oui. Est-ce que tu fumes à chaud ou tu fumes à froid? Les deux. Mais les deux, à froid, je faisais du saumon, là, principalement. OK. Je faisais du saumon, puis à chaud, là, à cette heure, c'est pas mal tout ce qui est standard, là. Ça peut être des côtes levées, des ailes. J'ai fait des brisquettes. Pas grand-chose que j'ai pas fait, là, du bacon. Là. Faut que je fasse du bacon. Là. J'ai une pièce dans mon congélateur qui traîne, faut que je le fasse. Ah, ça, c'est tellement bon, là. Mais ce que je fais, là, c'est que moi, je prends je fais ma recette de bacon à chaud, tout ça, puis je prends... ma conjointe aime bien ça, le bacon à l'érable. Mais moi, le sirop d'érable, je suis pas un gars de sucré du tout dans la vie, fait que je trippe pas, fait que j'ai trouvé le meilleur compromis. Je prends du whisky à l'érable. Sortilège, là. Ouais. Je mets ça là-dedans. Là, ça m'assère pendant plusieurs jours. Comme ça a un goût d'érable, mais ça n'a pas un goût sucré d'érable. Fait que là, c'est très bon. J'imagine que tu le fumes à l'érable? Pommier. Non, même pas, à l'icori. Hein? Ah ouais, à l'icori? Okay. Ouais, l'icori. Un petit peu plus corsé comme goût d'icori. Ouais, ça vient chercher un petit kick. Puis l'icori, c'est principalement mon essence que j'adore. Moi, pour beaucoup de viande, j'utilise l'icori. Pour quand je veux que ça goûte plus doux, si normalement, mettons, je fais justement un saumon, mais là, je vais y aller plus avec des copeaux d'érable et tout ça. Là, ou des chunks d'érable, parce que... Hein? Moi, au saumon, c'est le pommier. Pommier aussi, c'était pommier, cerisier, tous les bois un petit peu plus sucrés, là, ça donne un goût. Est-ce que tu aimes les œufs farcis? OK. Je suis vraiment désolé, là, il y avait une conversation, mais je vais dire oui.
Non, ben écoute, c'est parce que je me suis mis à faire, moi, des œufs farcis fumés. Puis je sais pas pourquoi, apparemment qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient pensé à ça. Puis je me suis mis à faire ça, puis j'ai mis ça sur mes réseaux sociaux, puis tout le monde capote là-dessus. Puis ma famille m'en demande à toutes les Noëls ou aux réunions familiales des œufs farcis fumés, hyper simple à faire. Faut juste pas que ça soit à haute température, puis ça donne un goût à l'œuf farci incroyable. Là. Justement, tu le fumes avec un essence doux. Là. Ouais. Je le fume pas à l'icoris, c'est un petit peu trop agressif pour l'œuf. L'œuf prend vraiment le gout. Mais une affaire que j'aimerais essayer, là, je suis pas un amateur d'œufs du tout, mais j'aimerais ça essayer, c'est tu te mets un œuf, je sais pas s'il faut le brasser, le battre ou pas l'œuf, là, mais en tout cas, tu mets l'œuf, puis là, tu mets comme plein de sel dessus, puis là, ça va comme enlever tout le liquide de l'œuf. Puis après ça, tu vas pouvoir comme le râper. Ah ouais, alors ça, j'ai jamais vu ça. Ouais. Tu peux comme le râper. Je vais t'envoyer la recette. Je vais même pouvoir la partager si vous voulez, les auditeurs, là, parce que j'ai l'impression qu'on rentre dans une conversation. Ouais, de bouffe, de cuisine. De bouffe, de cuisine, là. Je suis vraiment désolé d'avoir abandonné les échecs là, pendant quelques minutes, les auditeurs. Ben, il faut bien manger, hein? Oui, même les joueurs d'échecs mangent. Exactement. Ben, quand on parlait les deux qu'on avait des hobbies tantôt, ça en fait partie, là. Puis c'est pour ça que je me plais bien d'être papa à la maison, parce que je cuisine un peu pour une petite armée, tu sais. Moi, quand je cuisine, c'est pour 9 personnes, là. Donc, c'est comme si je recevais tous les soirs, dans un sens. Puis jeune, j'ai déjà voulu être cuisinier. Donc là, d'être à la maison puis de cuisiner tous les jours, je me plais bien là-dedans. Là. Mais bref, c'est un beau hobby, le fumage, les barbecues, tout ça. Là, ouais, c'est une vraie séance. Puis c'est une vraie séance, mais en même temps, c'est pas si compliqué. Là. Moi, j'étais comme le premier de mon cercle d'amis qui commençait à faire ça. Puis le monde, il trouvait ça donc bon, il trouvait donc extraordinaire. Puis ils ont tous commencé à faire ça, puis ils se sont rendus compte que c'était pas si compliqué que ça. Là. Non. Tu sais, j'étais plus le super-héros d'avant. Là. Non, ben c'est souvent de la peur d'un inconnu quand t'as jamais fait quelque chose, autant une recette que n'importe quoi. Là. Hier, j'ai eu un bris chez nous, j'avais plus d'eau. Puis j'avais jamais changé ça. C'est une tank à pression. Vu que j'ai un puits, vite, là, t'as l'eau qui rentre dans ta maison quand t'es pas branché sur les services d'aqueduc, ça y prend une pression. Tu sais, pour qu'elle sorte des robinets puis qu'elle monte dans les tuyaux. Bon, ben, il y a une tank qui contient l'eau puis qui va mettre une pression, un temps de livre de pression, puis c'est ça qui fait que ça circule dans tes tuyaux. Mais ça a percé. Hier matin. Et là, répare ça, tu sais, puis tout. Puis, fait que c'est ça. J'ai appris à faire ça, là. Je sais pas pourquoi je suis parti sur ce sujet-là, mais... Ouais, tant qu'à dévier, hein. Et tant qu'à faire venir aussi un plombier, puis tu sais, ça m'aurait pris un gars, ça m'aurait coûté plusieurs centaines de dollars de plus, là, de le faire faire, là. Oui, absolument. Non, je suis content que ce soit mon podcast, puis qu'on ne soit pas régi par du temps, là, parce que notre épisode, on l'aurait perdu, là. Mais je te l'avais dit au départ, hein, hors honte, que moi, je partais sur des sujets à gauche puis à droite, c'est incroyable. Non, mais c'est correct, des fois, qu'on dévie un peu, que ce soit plus léger, là, pas nécessairement qu'on parle des choses les plus cruciales de la vie et des sujets les moins légers, là. C'est parfait des fois qu'on dévie, là. Moi, j'adore, là. De toute façon, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, là. Si les auditeurs aiment pas ça, écrivez-moi. Je vais m'ajuster les prochains coups, là. Gênez-vous pas, je prends la critique. Ben, honnêtement, je suis pareil sur mes réseaux sociaux. Tu le sais, je pense que j'ai un blog où est-ce que j'écris. Puis récemment... Oui, justement, je voulais qu'on en parle de ça. Ah, ben go, allons-y. Mais en plus, en fait, c'est plus toi, go, vas-y, parce que moi, je peux... Qu'est-ce que c'est, les petits pères? Ben, il y a plusieurs choses. Là. Il y a le groupe Les Petits Pères, c'est un groupe privé Facebook, où est-ce que là, on est rendu 2500 papas, mine de rien là-dessus. Ouais. Ça fait 2-3 ans que j'ai parti ça, je pense que ça fait 3 ans. Puis j'ai pas poussé là à avoir un paquet de membres. C'est beaucoup des gars qui étaient dans le premier groupe de papas que je parlais tantôt, qui, je sais pas si on peut dire, qui m'ont suivi ou peu importe, mais qui ont adhéré à ce petit groupe-là. Puis moi, comme j'écrivais à l'époque sur l'autre blog, ben j'ai continué d'écrire, mais j'ai parti le blog Le Petit Père. D'ailleurs, sur mon site internet, lespetitspères.com, il y a la plupart de mes textes et tout ça. Puis, bref, c'est ça. Là, c'est un groupe de papas très convivial. Là, on peut autant s'aider sur la réalité de vie de père, là, ce qu'on rencontre et tout ça, mais ça peut être ta tondeuse à part plus un samedi matin. Au lieu d'aller la porter tout de suite au centre, ben, le gars, des fois, va faire un post. Hey, ça part plus. Puis là, t'as tout le temps un petit père qui travaille là-dedans puis qui voit la publication passer ce matin-là, puis qu'en prenant son café, ben, vérifie ta bouteille
bougie, c'est peut-être ton radiateur, monte ton radiateur, nettoie-le avec du brake cleaner, puis alors branche ça, puis tu sais, souvent, les gars, ils réussissent à régler leurs problèmes de piscine, de tondeuse, de peu importe, tu sais. Fait que ce groupe-là manque à ma vie. Ce groupe-là manque définitivement à ma vie. Mais pour vrai, c'est super le fun. Fait que tu sais, des fois, t'as des publications de niaiseries, t'as des publications utiles, t'as des publications qui vont te remettre en question comme papa, t'as des publications que des fois, le gars, tu vois qu'il a de la misère puis il a besoin de jaser. Tu sais, c'était un peu... à l'époque, là, dans les années 70, il y avait la taverne. Et le gars qui avait un mauvais coton, il allait à la taverne, il était juste en gars, il finissait après 3-4 bières de se confier au barman, au gars qui était à côté de lui, puis tout. Puis des fois, le petit jase-jase, sortir l'estime, faisait qu'il arrivait chez eux, puis qu'il pensait à autre chose, puis ça allait mieux. On n'a plus ça. Puis pour des raisons très très normales. Là, hein. Les bâtiments interdits aux femmes, on s'entend que c'était archaïque, mais c'était archaïque, mais l'utilité que ça avait pour les hommes de se sentir en confiance, de parler juste entre eux autres, on l'a perdu, ça. Fait qu'avec des groupes de papas comme les petits pères, tu l'as, ça, parce que j'ai décidé que ça serait juste pour les papas. Fait que mon blog peut être suivi par les mamans, parce que j'écris pour les familles, là, j'écris pas juste pour les papas. Mais le groupe est vraiment privé aux pères. Puis, ça donne que les gars se sentent à l'aise de parler de des choses qu'ils se sentiraient pas à l'aise sous d'autres yeux, là, c'était comme plus public. Donc, c'est ça, en gros, les petits pères. Puis comme je te dis, j'ai un blog où est-ce que j'écris. Puis pourquoi je m'en venais là-dessus, les petits pères, c'est que moi aussi, sur mon blog, je fais un peu ce que je veux. Tu sais, puis au début, c'était juste des textes sur la paternité. Puis récemment, j'ai découvert la poésie. Je me suis mis à écrire des textes plus poétiques, puis à tricoter un peu avec les mots. Puis je me suis mis à publier ça. Puis je te dirais que c'est pas très populaire. Contrairement à des... tu sais, parce que aujourd'hui, les gens lisent plus en premier, puis là, tu sais, j'utilise un vocabulaire un petit peu spécial, puis des tournures de phrases, puis je m'amuse vraiment à traiter avec les mots, puis je peux passer des heures à pondre un texte plus poétique. Mais je le publie pareil là-dessus, puis j'ai du fun, puis je m'assume, tu sais. Faut que tu fasses ça, là. Ben moi, tout est comme ça. Tu sais, la vie est tellement courte, je suis rendu à 43 ans, bientôt 44. Que j'ai décidé de faire ce qui me rend heureux dans la vie. Puis je me fous un peu de ce que les autres pensent tant que éthiquement c'est correct. T'sais. Tant que que ça reste dans le être un bon humain. Là. Ouais, que ça brime pas les autres. Là. Exactement. Puis ça, ben ça brime pas personne. T'sais, si tu veux pas le lire, mon texte poétique, ben tu le lis pas. Puis en même temps, des fois, j'écris des textes humoristiques. J'ai écrit un texte sur des couches des couches, là, tu sais, on sait qu'est-ce qui se ramasse là-dedans, puis tu sais, je me suis amusé avec ça au bout, les types de couches, puis je disais que j'avais un doctorat en changement de couches après 7 enfants, puis 14 ans à changer des couches, tu sais, puis je suis parti sur une, comme on dirait en bon québécois, sur une chire, j'ai écrit un texte là-dessus, tu sais, fait que je m'amuse vraiment là-dedans, puis je trouve ça super. C'est bon, à chaque épisode, là, petite parenthèse, il y a des expressions québécoises qui ressortent. Moi, 66% de mon auditorat est français, donc provient de la France. Fait que moi, j'adore ça, sortir des expressions vraiment québécoises, comme avec Pascal Charbonneau, il y a eu Amphiroapé. Avec Madame Lequéré puis Maître Intentionnel Vincent Collin, au dernier épisode, il y a eu c'est pas se prendre pour un pied de céleri. Fait qu'il y a des belles expressions que j'adore qui ressortent. Puis j'attends toujours des réponses des auditeurs pour savoir qu'est-ce que ça veut dire Amphiroapé en passant. Si vous voulez jouer au jeu de traduction des expressions québécoises, écrivez-moi pour me dire ce que ça veut dire, ces expressions-là. Mais Amphiroapé, c'est pas se faire avoir. Se faire Amphiroapé, c'est ça. Mais j'aime ça laisser deviner mon auditorat ce que ça veut dire. OK. Ah ben là, oups. Je viens de... Oups. Non, c'est correct. Ce coup-là, Jean-François. OK, tu me pardonnes, c'est bon. Ouais, ben avoir su, j'aurais peut-être fait attention de parler plus lentement. Ils vont trouver que j'ai parlé vite. Ben non, moi je trouvais que c'était un très bon début. Pour de vrai, c'est bon. Mon public est encore là. Fait que, puis il y a quand même eu beaucoup de Québécois. Puis même si j'essaye d'internationaliser mon français un peu, je veux quand même garder ma nature profonde. Alors, j'ai l'air, somme toute, bien compris. Si je me trompe, faut m'écrire. Faut vraiment m'écrire pour que je m'ajuste. N'hésitez pas, je prends tout commentaire, critique, insulte sans problème. Alors, gênez-vous pas. Mais en général, de toute façon, l'accent québécois, vu de la part des Français, est quand même bien reçu. Dans le sens, moi, mes amis français, puis j'ai habité en France 1 an, la plupart trouvaient ça super, notre accent. T'sais. Cocasse un peu, mais franchement divertissant.
cocasses, puis il y en a qui nous disent comme « Ah oui, dites ces mots-là », puis c'est pas des mots que je peux dire en ce moment. « Ah oui, dis ce mot-là, parce que c'est drôle quand vous êtes fâchés puis que vous dites ça. » Mais les Québécois, on est généralement bien perçus en France. Oui. Généralement, les 2 fois que j'étais en France, les Québécois ont été très bien reçus. Ouais. Ça a été parfait. Vous aimez nous entendre parler, puis vous aimez nous le dire. Exact. Mais tu sais, on vient de là, hein. Je sais pas toi, mais moi, mes origines sont françaises. Au-dessus de 95%, on a remonté l'arbre généalogique de la famille. Puis c'est un Français qui est venu sur un bateau de guerre dans les années 1600. Moi aussi, du côté de mon père, c'est 1628 le premier. C'est à peu près ça. Là. Ouais. Avant que ce soit le Québec. Là. Ouais, mais il s'appelait... 1628 le premier qui est arrivé. Ouais, puis Lacombe, mon nom de famille, ça vient d'un surnom qu'il y avait dans le régiment. Parce qu'il habitait proche d'une combe en France. Puis, OK. Fait que c'était Prime dit Lacombe. Donc, ça a fini Lacombe avec le temps. Eh bien. Quand même. Ouais. Ben, je trouve ça intéressant, ça, les points de vue historiques d'où ce qu'on vient, tout ça. C'est mon père qui a fait ça. Moi, toutes les petites informations là, de culture générale qui servent pas à grand-chose, mais qui peuvent élaborer des discussions, moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Oui, moi aussi. Mais je pense que t'es un petit peu comme moi, le thème te nourrir, te stimuler le cerveau, là, clairement. Ouais. Là. Ouais, vraiment. C'est ça. Vraiment. Ouais. Ben, c'est d'ailleurs, moi, une des choses qui m'a fait recommencer à jouer aux échecs, c'est que je trouvais que je passais beaucoup trop de temps le soir, soit devant Netflix ou sur TikTok, avec le doigt sur le téléphone, là, tu sais, que tu fais juste passer des vidéos puis que t'apprends absolument rien. Puis quand j'ai recommencé à jouer aux échecs, je me suis rendu compte que ça stimulait beaucoup mon cerveau. Même la prise de décision après tu fais un calcul mental, on dirait que tout est plus facile. Plus que tu joues aux échecs, plus que tu fais travailler ton cerveau, c'est comme un muscle. C'est comme quand tu t'entraînes à faire de la musculation, ben tu deviens meilleur, tu deviens plus fort. Moi, j'ai vu une belle différence dans la dernière année là, au niveau mental là, depuis que je joue aux échecs. Là. Ben, moi aussi, puis j'ai joué aux dames cette semaine. Je compare pas les deux, là, mais j'ai joué aux dames cette semaine. Ça doit faire 20 ans, 22 ans, j'ai pas joué aux dames à peu près. J'étais vraiment bon. Ben, contre qui la personne auquel que j'ai joué, là, puis elle qui joue comme quand même assez régulièrement sans être un talent naturel. Là. J'ai battu la personne sans aucune misère aux dames en appliquant les principes des échecs. Des principes des échecs, comme contrôler le centre. Tu sais, c'est con, là, mais le principe qu'on appelle le zugzwang. OK. Tu sais, le zugzwang, c'est... tu sais, je me suis créé une position que peu importe ce que l'adversaire, le coup, qu'il y avait plus de coups, de bons coups à faire. Fait que n'importe quel coup qu'il allait faire, il allait être perdant. Fait que là, j'ai fait comme, si je fais ce coup-là. Fait que là, j'ai comme fait des coups où c'était juste des coups intermédiaires. Plein d'affaires à mettre. Je fais comme, OK. Il y a quand même plein de beaux parallèles à faire. Puis effectivement, les échecs, tu peux appliquer ça pas non seulement aux dames, mais dans tous les aspects de ta vie. Là, c'est ça qui est intéressant. Ben oui, puis tu parlais de gaming tantôt. Quand j'étais jeune, j'étais un très, très gros gamer. Là. J'avais 3-4 ordinateurs dans une pièce. Puis les jeux que j'étais le meilleur, c'était les jeux de stratégie. Les Age of Mythology, Age of Empire, tous ces jeux-là, Warcraft, peu importe, là, c'était des jeux que je performais bien. Là. Probablement parce que plus jeune, je joue aux échecs, peut-être. Là. Mais, En terminant, Jean-François, oui. T'aurais-tu un dernier mot à nous confier, à nous dire? Ah bon, ça, tu me prends de court. En ton temps. En général, sur... En général, sur le podcast ou un mot de la fin ou... Ben, je vous dirais d'être heureux. Faites les choses qui vous rendent heureux. Puis, tu sais, si la machine du travail, boulot, dodo, là, tu sais, ne vous satisfait plus, vous pouvez oser puis casser le moule comme moi j'ai fait. Je suis passé de président de compagnie à papa à la maison qui travaille 15-20 heures semaine. Puis, je regrette vraiment pas. On est souvent programmé à ce que le bonheur soit d'accumuler des biens, d'acheter des grosses maisons puis de les remplir de choses qu'on n'a pas besoin. Mais je pense que si on se concentre à apprécier ce qu'on a puis se délecter des petits plaisirs de la vie, là, pour moi, c'est ça le bonheur. Fait que entourez-vous des gens que vous aimez, puis faites ce que vous aimez, puis profitez-en parce que c'est tellement court, c'est tellement vite passé que c'est ça. Donc, ce serait ça mon petit mot de la fin. Soyez heureux. Ouais. Merci énormément pour tout l'épisode de nous avoir partagé une multitude de choses. Merci d'avoir partagé les difficultés auxquelles un papa, un joueur d'échecs intermédiaire peuvent avoir dans la vie de tous les jours. Merci
énormément. Puis j'aimerais ça remercier les auditeurs de leur patience aussi de nous avoir permis de divaguer tout au long de l'épisode. Surtout qu'on a eu l'air égoïste en disant « C'est mon podcast, je fais ce que je veux. » Puis Ben écoute, il y en a peut-être qui vont essayer des œufs farcis fumés ou on sait pas. Oui, peut-être. Je vais diffuser la recette. Écoute, si t'as de la demande, c'est certain que je vais te la donner. C'est vraiment pas compliqué. Merci de m'avoir reçu. C'est hyper apprécié. Puis je vais partager ce podcast sur mon groupe Les Petits Pères et sur mon TikTok Le Petit Père, etc. Tous les groupes et les blogs des Petits Pères vont être disponibles dans le pied de la description, là, dans la description de l'épisode. Donc, vous allez pouvoir vous intéresser, là, cher papa et chère maman, pour les blogs également aussi, ou tout membre de la famille. N'hésitez pas, si vous voulez, je vais le répéter, partagez sur les réseaux sociaux. Mon podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, puis une vingtaine d'autres plateformes, là, Deezer, il y en a plein d'autres, là, je peux pas toutes vous les nommer. Si vous voulez m'écrire, l'intermédiaire podcast en commercial gmail.com, l'intermédiaire podcast d'échecs sur Facebook, allez liker, partager si vous aimez les échecs, parce que c'est ça mon but, de partager ma passion pour les échecs. Je suis pas payé pour ce que je fais, genre je fais ça de façon entièrement bénévole, fait que c'est vraiment juste pour ma passion. J'essaie pas de vous soutirer quelconque dollar de votre poche, là, c'est pas ça mon objectif du tout. Également, mon Instagram, l'intermédiaire podcast, allez m'ajouter là, parlez-moi, je suis ouvert à tout, critique, commentaire, insulte, pas de problème, moi j'ai le dos large, il y a pas de problème, gênez-vous pas. Et chers auditeurs, on se revoit dans un prochain épisode.